la communication est évidemment un sujet central dans notre réflexion sur les innovations dans l'accompagnement, sur les nouveaux outils aussi, puisque pour un tas de raisons, pas seulement technologiques d'ailleurs, mais pour un tas de raisons, l'accompagnement à la communication a évolué fortement ces derniers temps. Pascal, vous êtes présente? Merci, merci de m'avoir invité Voilà. pour évoquer ce sujet qui me tient tant à cœur depuis autant d'années. Donc, je vais vous demander de présenter, de mettre la présentation sur la première page. Première diapositive. Voilà. Je vous présente en 2 mots peut-être. Alors, je voulais présenter, mais allez-y, allez-y. Vous êtes éducatrice spécialisée de formation. Je voulais juste préciser que, en tant qu'éducatrice, vous avez accompagné pendant des années des enfants polyhandicapés. Donc, vous avez une très grande expertise de ce que vous présentez. C'est ce qui en fait l'intérêt majeur d'ailleurs, c'est que c'est ancré dans le concret de l'accompagnement et de l'évaluation des besoins des personnes polyhandicapées. Mais aujourd'hui, donc, vous avez une fonction de conseil. Vous avez créé votre propre entreprise de conseil et vous intervenez dans de très nombreux, vous allez le préciser, hein, je crois, dans de très nombreux établissements et auprès d'associations de familles aussi pour voilà, aider au déploiement des outils de communication. Voilà, je vous laisse la parole parce que je pourrais en parler longtemps aussi, mais c'est à vous d'en parler. Merci beaucoup. On va parler des innovations en communication. Donc, je vais vous demander la diapo suivante. Et présenter en quelques mots l'organisme de formation qui s'appelle Comme Autrement, que j'ai créé en 2009 à la suite d'une longue expérience de terrain autour de la CA. Comme vous venez de le souligner, je suis éducatrice de formation. La rencontre avec les personnes en situation de handicap a profondément modifié mon regard porté sur le handicap, mais également ma posture professionnelle, et elle continue de se modifier au fil des années. La communication et la CA, c'est un sujet passionnant et sans fin. Il s'agit d'essayer de développer la compréhension et l'expression des personnes, leur permettre de développer le maximum de leurs compétences et le tout pour améliorer leur vie. Enfin, j'oublie jamais cela. L'objectif final, c'est quand même d'améliorer la vie quotidienne de chaque personne. Depuis ce matin, on entend parler régulièrement de la CA. Je m'en réjouis parce que c'était vraiment pas le cas il y a une dizaine d'années encore. Alors 20 ans, on n'en parle même pas, mais le polyhandicap et la CA, ça paraissait tellement incompatible que je ne peux que me réjouir d'en entendre parler autant depuis ce matin. Les techniques ont évolué, les pratiques également. Les formations se sont développées dans le domaine du polyhandicap, dans un premier temps pour les enfants, pour les EAP, les IME, les CAMS, les CESAD. Donc ça, c'était la première étape. Et puis de plus en plus pour les adultes. Donc là aussi, on ne peut que se réjouir qu'il y ait des réflexions autour de la CA dans les structures telles que les femmes, les masses. C'est pas encore, on va le voir par la suite, hein, c'est pas encore aussi développé qu'on le souhaiterait, mais en tout cas, il y a une avancée. Voilà. Peu à peu, Comme Autrement, c'est spécialisé dans la conduite de projets CA. Au-delà des techniques, il s'agit de mettre en place un plan d'action pour un ou plusieurs établissements ou services médico-sociaux ou encore pour des projets personnalisés. En un mot, il s'agit de déterminer qui fait quoi et à quel moment et comment. Voilà. Je vous demande de passer la diapo suivante. Voilà, merci. Voilà. La communication alternative améliorée, donc la CAA et le polyhandicap, donc c'est un sujet qui suscite un intérêt croissant au fil des années.
Mais quels sont les changements observés plus précisément et où se situe l'innovation aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir par la suite. La diapo suivante. On va essayer d'aborder l'innovation de 3 points de vue. Le point de vue des pratiques professionnelles, le point de vue de la technique et le point de vue de la méthodologie, qui vont de pair. Slide suivante. Faut-il opposer passé et futur? Il y a certaines familles qui culpabilisent de ne pas avoir pu proposer les techniques actuelles de CAA à leurs enfants devenus adultes aujourd'hui. J'aimerais quand même souligner et rappeler tout le positif du passé. Alors un petit rappel, hein, c'est que la communication, c'est avant tout une question de relation. Les qualités relationnelles du partenaire de communication, puisqu'on le nomme comme cela maintenant, restent indispensables. On peut avoir les plus grandes techniques et les plus innovantes. Hein. Si on n'est pas là psychiquement avec l'autre, eh bien, les techniques ne serviront, de mon point de vue, à pas grand-chose. Voilà. Donc, être là dans la relation à l'autre, en particulier, enfin, systématiquement dans la communication, mais dans le polyhandicap en particulier, ça me paraît être indispensable et nécessaire. Il est nécessaire de le rappeler pour toutes les familles qui se trouvent, qui sont ici, pour rappeler à quel point toutes les relations qu'elles ont pu créer et qu'elles continuent de lier avec leurs enfants est précieuse. Voilà. Donc, qualité relationnelle. Donc, le savoir-faire et le savoir-être des aidants ou professionnels sont à valoriser. Les modes et les techniques de communication sont précieux et la communication corporelle va rester à encourager également. Les familles, les parents experts, puisque enfin on vous nomme comme ça, parents experts de votre enfant, ont des observations fines, connaissent par cœur tous ces signes de communication que seul un public averti peut comprendre. Il bouge l'épaule, il a besoin d'être réinstallé, il pince les lèvres, hein, ce qu'il veut boire, il pose sa tête contre mon épaule. C'est le moment du câlin du soir. Ah, il regarde la porte, bah oui, il sait que sa sœur va rentrer. Il n'est pas question de signes, de pictogrammes ou de synthèse vocale à ce moment-là. Mais c'est grâce à ces observations extrêmement fines que l'on va pouvoir développer peut-être encore d'autres outils. Mais voilà, je voulais prendre le temps de rappeler cela parce que ça concerne également les professionnels qui ont peut-être un peu d'expérience et qui ou d'ancienneté, ça dépend comment on le lit et comment on le vit. Certaines peuvent se dire mais moi enfin, l'informatique, les nouvelles technologies, tout ça c'est tellement loin de moi, donc je me sens peut-être inférieure aux autres professionnels, mais non, les compétences elles se situent aussi là. Voilà. Surtout à une certaine période, là, actuellement, on est quand même à beaucoup d'activités. Alors, j'ai absolument rien contre les activités, hein. Je pense qu'il faut bien évidemment en proposer, mais il faut aussi savoir garder des espaces un peu informels, des temps où on peut laisser place à des moments comme cette photo peut en témoigner, ces moments de relation qui sont tout à fait essentiels. Encore faut-il les laisser émerger et les observer et les reconnaître. Voilà. C'est prendre le temps. Laisser ces espaces temporels où la personne, respecter son temps de latence pour que la personne puisse répondre. C'est favoriser l'initiative de la communication. S'installer près d'une fenêtre, regarder les oiseaux, ce n'est pas rien faire de mon point de vue. Si on est là psychiquement avec l'autre, à ce moment-là, on peut raconter la vie et simplement être là et puis favoriser tous ces moments de relation qui vont être précieux. Alors, s'inscrire dans une démarche à l'innovation d'un point de vue des pratiques professionnelles, c'est s'inscrire dans une démarche globale de CA.
Démarche globale de CAA, c'est modifier ou améliorer les pratiques professionnelles. C'est-à-dire se poser un certain nombre de questions. Est-ce que j'informe systématiquement les personnes de ce qui les concerne? Est-ce que je m'interroge sur la façon dont je communique l'information? Trop souvent, on a tendance à utiliser uniquement le langage oral pour communiquer les informations, alors qu'il y a d'autres moyens qui peuvent favoriser la compréhension. Donc, on parle de communication réceptive, hein, mais de quelle façon je communique l'information? Est-ce que j'ai des objets de transition, des cartes de communication? Est-ce que j'utilise des signes? Est-ce que, en tout cas, je m'interroge sur cette façon. Et puis, est-ce que je demande l'avis des personnes accompagnées sur ce qui concerne leur vie quotidienne, hein? Est-ce que je les sollicite? Dans mon expérience de terrain, je suis encore trop souvent surprise, notamment dans les structures adultes, de personnes de résidents qui sont assez passifs, enfin voilà, qui sont plutôt passifs, et lorsqu'on leur demande leur avis sur je sais pas, même la question d'un choix, hein, eh bien, est-ce que vous voulez un café ou un thé ou un chocolat chaud? Ils peuvent être en difficulté pour répondre. Alors je m'interroge toujours à ce moment-là sur est-ce que depuis qu'ils sont petits, est-ce qu'on les a sollicités? Est-ce qu'on leur a demandé leur avis? Est-ce que finalement c'est cette posture de subir leur vie qu'ils n'ont pas qu'ils ont intégré, et au moment où on leur demande de s'exprimer, ils ne sont plus en mesure de le faire, non pas parce qu'ils n'en ont pas les compétences, mais parce que c'est cette position qui peut être nouvelle pour eux. Voilà. Donc demander leur avis tout petit, à plein de moments, hein, plutôt que de décider pour eux, et puis les rendre au maximum acteurs de leur vie. Tout au long de la journée, on peut s'interroger, est-ce que là, je décide pour lui, ou est-ce que j'aurais pu lui demander son avis? Est-ce que j'aurais pu lui permettre de choisir la couleur de sa peinture ou le t-shirt qu'il va porter, enfin, voilà. C'est être déjà dans une démarche systématique. Et puis, je vais favoriser et encourager l'expression au maximum. Là aussi, encourager l'expression, c'est prendre le temps, c'est laisser la place à l'initiative de la communication, être là à côté sans forcément poser de questions. On a tendance à trop souvent poser des questions et attendre des réponses. C'est aussi laisser la place à une communication spontanée. La diapo suivante, s'il vous plaît. S'inscrire dans une démarche globale de CA, c'est aussi prendre l'habitude d'utiliser les outils de CA au quotidien. Alors, on parle de modélisation, hein, c'est le terme. Ça reste finalement assez récent. On avait l'habitude de créer des outils de CA et puis de les mettre à disposition sans forcément que les personnes aient pu apprendre à les utiliser. Il faut que les partenaires de communication utilisent absolument les outils de CA au quotidien. Modéliser, offrir un modèle identificatoire. Et puis, si besoin, eh bien oui, je vais apprendre de nouvelles techniques. La CA, ça évolue tout le temps. Il y a toujours de nouvelles choses qui apparaissent. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément changer tous les 6 mois. Là aussi, c'est un peu compliqué parce que c'est une vraie jungle de techniques, de méthodes, d'applications, de logiciels qui sortent. Donc, il faut avoir un peu de recul et puis un peu peut-être d'expérience quand même pour éviter de passer de l'un à l'autre sans expertise. Et puis co-construire les projets de CA avec les familles. Là, ça aussi, c'est quand même, ça reste récent. C'est vraiment à développer. La communication, c'est tous les jours avec tout le monde, n'importe où. Donc, de fait, la communication, elle doit être évoquée avec les partenaires, tous les partenaires de communication et donc les familles, les aidants familiaux, les aidants professionnels.
Et puis travailler en lien avec l'équipe pluridisciplinaire autour du projet personnalisé et du plan d'action. Alors, voilà, je commence à parler du plan d'action. Qui fait quoi? Quelle est la place de l'ergothérapeute? Quelle est la place du psychomotricien? Est-ce que l'enseignant est associé au projet? Est-ce qu'à l'extérieur, les grands-parents peuvent être associés? De quelle façon? C'est une équipe pluridisciplinaire avec la famille, c'est vraiment une des clés des projets de CA. Voilà. Et puis le plan d'action, ça sert vraiment à identifier qui va faire quoi, à quel moment. Il y a souvent beaucoup de confusion et de perte de temps parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Et à chaque fois, eh bien, c'est la personne en situation de handicap qui est à chaque fois sollicitée de nouveau pour se réadapter ou suppléer à des ruptures d'accompagnement ou se réadapter à des nouvelles propositions. Donc, il faut absolument des plans et des projets. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors maintenant, on évoque l'innovation du point de vue de la technique. Alors, la commande oculaire, hein, c'est vraiment une révolution technique pour les personnes polyhandicapées. Elle doit être associée à des logiciels, à un matériel spécifique, à une pédagogie adaptée. Mais dans ce cas, elle peut permettre de découvrir de réelles capacités intellectuelles. Hein. On a parlé de la question de l'évaluation ce matin. L'évaluation dans le domaine du polyhandicap, c'est quand même très complexe. Eh bien, grâce aux commandes oculaires, on peut parfois découvrir des compétences insoupçonnées parce que c'est le seul moyen d'entrée pour la personne concernée. Donc, la commande oculaire, elle peut permettre également d'accéder à la communication grâce à des tableaux de communication informatique, hein, mais elle peut également permettre d'accéder à des activités de loisirs, à des jeux, à des apprentissages. Donc, c'est vraiment un outil qui me paraît incontournable dans toutes les structures hein, qui accueillent et accompagnent des personnes en situation de polyhandicap. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai noté quelques logiciels hein, et applications, mais c'est vraiment une liste non exhaustive. Hein. Alors, Communicator 5, Guestplay, c'est un ensemble de jeux gratuits. Hein, utilisable via une commande oculaire. Là, il y a une deuxième version qui vient de sortir. Donc, c'est fait à Grenoble. Vous avez Grid 3, MindExpress 4 avec l'ensemble de jeux et d'applications Maximize, hein, utilisables par la commande oculaire. Vous avez Look to Learn, Proloco to Go, Snapcore First, bon, et d'autres. Hein, c'est vraiment un petit échantillon, mais ce sont peut-être les plus utilisés en France. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors là, j'ai mis quelques captures d'écran d'applications. C'est simplement pour rappeler que les logiciels qu'on utilise sont souvent des générateurs d'applications. Alors, ils sont distribués comme et vendus comme pour des logiciels de communication, mais ce sont des générateurs d'applications avec lesquels on peut vraiment créer un nombre d'applications sur mesure. On fait à peu près ce que l'on veut, à peu près. Donc, on peut tout à fait créer des applications de relations cause à effet. Par exemple, là, l'exemple du papillon bleu sur un fond noir, c'est en imaginant une personne qui n'a jamais utilisé un écran ou une tablette
eh bien, elle va avoir un fond d'écran noir comme cela, avec un élément, et lorsqu'elle va regarder le papillon bleu, eh bien, il va s'envoler et il va se déplacer sur l'écran. Et au fur et à mesure des pages, eh bien, on va pouvoir travailler comme cela le déplacement du papillon et donc la relation cause à effet. Ça peut être tout à fait une entrée pour l'utilisation des nouvelles technologies pour une personne en situation de polyhandicap. On va pouvoir également créer des scènes visuelles avec, là j'ai mis l'exemple de la chambre là, avec les différents éléments. En regardant le fauteuil, eh bien j'entendrai le fauteuil rouler et puis peut-être que j'entendrai, tiens c'est le fauteuil du bureau. Ou en regardant le lit, on entendra c'est le lit de la chambre. Voilà. Donc, il y a un nombre incalculable en fait, d'applications qu'on peut réaliser sur mesure. L'idée étant de pouvoir les concevoir et les élaborer sur mesure avec l'équipe pluridisciplinaire, avec les familles, pour qu'elles restent au plus près des besoins et des possibilités et des difficultés des personnes accompagnées. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, ce ne sont que quelques exemples, hein, c'était pour, voilà. On peut créer des albums virtuels également. Donc là, j'ai mis l'exemple de la célèbre histoire de la petite taupe, où on a l'histoire qui est racontée, mais avec également des sons wave qui vont venir ponctuer l'histoire. On peut créer des albums également, des albums parlant de la famille, ou pour raconter ses vacances, ou pour revivre des bons moments passés au sein de la masse. Enfin, on peut accéder à ses musiques préférées. On peut créer des applications de discrimination visuelle, apprendre à cliquer sur une zone en particulier, ou alors, là, l'exemple de la scène avec les œufs de Pâques, c'est pour développer l'exploration visuelle, puisque là, il n'y a pas de consigne particulière, mais en regardant ou en cliquant sur les œufs, eh bien, on aura ou un son, une petite vidéo, une chanson, enfin, des actions différentes. Voilà. Donc, ces premières applications, elles servent vraiment à vivre le fait qu'on peut avoir des pouvoirs avec ses yeux ou avec ses mains en cliquant, ou avec un contacteur. Voilà. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, à ce jour, le matériel reste insuffisamment proposé et utilisé auprès des personnes polyhandicapées. Ça, c'est une certitude. Certaines équipes ont le matériel, ou certaines familles, hein, voilà, ont le matériel, mais ce n'est pas utilisé de façon régulière, ce n'est pas intégré dans les pratiques professionnelles, pas suffisamment en tout cas. Pourquoi ? Parce que ça fait peur, je crois encore. L'innovation fait peur. Alors, à quel niveau c'est difficile de choisir le matériel ? Qu'est-ce que je vais choisir parmi tout cela ? Il y a des différences de tarifs énormes parfois. C'est souvent très onéreux. Et puis, comment l'utiliser ? Qu'est-ce que je vais proposer ? Alors, ok, je comprends que je peux faire plein de choses, mais par quoi je vais commencer ? Comment je vais le proposer ? Quelle sera la progression pédagogique ? Tout cela, c'est loin d'être simple, finalement. Finalement, c'est complexe. Diapo suivante. Et puis, il y a un autre point aussi. Toujours présumons des compétences. On a tendance à souvent pointer ce qu'ils ne peuvent pas faire. Alors, ça a été souligné aussi ce matin. Donc, je suis 1000 fois d'accord avec ça. Présumons des compétences, on essaie, et puis on voit ensuite. Hein.
Je dis souvent, laissez-leur la possibilité de nous étonner. Rien n'est écrit. Qui on est, nous, pour être aussi sûr de cela que ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, on essaie. Et puis c'est comme cela qu'on est parfois témoin de beaux moments, de belles surprises. Donc voilà, regardons un petit peu de ciel bleu. Diapo suivante. Alors, pour développer l'utilisation des nouvelles technologies, il faut plusieurs choses. Il faut, dans un premier temps, avoir du matériel. Donc, pour les établissements médico-sociaux, lorsqu'on n'a pas de matériel sur place, et là, alors moi, je me revois sur le terrain, lorsque j'accompagnais un enfant, une personne pour laquelle je me disais, tiens, j'aurais bien testé ça, ce contacteur ou cette tablette ou autre, et je n'avais pas le matériel, eh bien, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut demander à un distributeur un prêt de matériel qui nous prête en principe pour une quinzaine de jours. Seulement 15 jours dans le polyhandicap, c'est pas suffisant, hein. Il suffit que la personne soit souffrante à ce moment-là, ou vous êtes en vacances. Enfin bon. Donc, c'est absolument pas confortable. Donc, avoir un kit de matériel, une base de matériel dans les structures, ça me paraît être un incontournable. Donc, il faut dans un premier temps avoir un déploiement de matériel. Ensuite, il faut savoir l'utiliser au niveau technique. Donc, savoir l'utiliser au niveau technique, donc il faut une formation au niveau technique, et puis savoir comment le proposer au niveau pédagogique. C'est les trois domaines qui me paraissent nécessaires pour l'utilisation des nouvelles technologies. Alors, slide suivante, je vais essayer d'accélérer un peu. Les informations, où en est la CA dans les structures en France. Donc, les informations, formations et témoignages se multiplient. Donc, la place de la CA, elle évolue positivement dans la pensée collective. Ça, c'est une certitude. Slide suivante, s'il vous plaît. La CA est inscrite dans la plupart des projets institutionnels maintenant. Les professionnels sont de plus en plus nombreux à être convaincus de l'intérêt de la CA pour les personnes polyhandicapées. Et les projets personnalisés comportent de plus en plus souvent une partie communication. Slide suivant. Mais attention aux mythes, et à la dissonance cognitive. On entend souvent, oui, là, ça, c'est super, ah oui, il faut vraiment y aller, c'est vraiment le futur, etc. Mais il y a souvent des mecs qui arrivent après. Oui, mais nous, on ne peut pas. Nous, ils sont trop âgés, trop handicapés, on n'a pas le temps, etc. Donc, il y a encore beaucoup de combats à mener. Même si la pensée évolue, c'est pas terminé. Et puis le déclaratif diffère parfois de ce qui est réellement fait au quotidien. Si on propose des questionnaires, il y a souvent un décalage avec la vraie vie. Alors la CA doit s'inscrire dans une culture institutionnelle, ça doit être inscrit dans les murs. Ça ne doit pas être le projet d'un professionnel qui revient de formation ou d'une unité. Alors, l'innovation, la méthodologie. Déployer un projet de CA nécessite une conduite de projet, un plan d'action avec les familles et les professionnels. Un exemple de projet innovant. Alors, c'est le projet innovant de la Croix-Rouge française, projet... J'ai pu collaborer avec Essénomie et la Croix-Rouge pour ce projet qui s'est appelé Communiquons autrement de 2017 et qui n'est pas terminé. Je vais vous présenter en quelques mots. Donc, c'est un projet qui a concerné 51 établissements qui ont été dotés de matériel. Équipés de matériel, les kits dont je vous parlais, de matériel de base, un matériel différent d'une structure à l'autre, puisque
enfin, le public était parfois différent. Mais associé à cela, donc un matériel qui a été en partie financé par la Française des Jeux, la Fondation de la Française des Jeux. Parallèlement à cela, il y a eu des formations, donc les formations à la conduite de projet qui étaient réservées aux référents CA de chaque structure. Donc, formation à la conduite de projet. Ensuite, formation sur site à la démarche globale de CA pour qu'un maximum de professionnels aient des bases, une formation de base et soient sensibilisés et inclus dans le projet dès le début. Et puis des formations également plus techniques et méthodologiques autour des nouvelles technologies et principalement autour du logiciel Grid 3, puisque c'est le logiciel qui avait été retenu pour ce projet. C'est une expérience exceptionnelle. Voilà, c'est une chance pour les établissements de la Croix-Rouge française d'avoir pu bénéficier de tout cela. Le projet n'est pas terminé, mais actuellement, il y a une mesure d'étude d'impact, une étude de mesure d'impact qui est actuellement en cours, qui n'est pas complètement terminée, mais qui est en cours. C'est vraiment, alors même s'il y a des points d'amélioration hein, à prévoir, ça reste une opportunité, quelque chose de formidable. En tout cas, j'étais ravie de participer à la mise en œuvre de ce projet, cet énorme projet. Voilà. Donc, slide suivante pour conclure, puisque je suis en retard. Là, CA évolue, les outils se multiplient, et puis de nouveaux arriveront prochainement, c'est sûr. Là, ça y est, il y en a qui vont sortir dans les prochains jours. Donc, on reste à l'écoute, il faut toujours avoir une veille pédagogique et technologique, sans oublier tout ce qui se fait depuis toujours. Voilà. Et puis, le dernier slide. Voilà, j'avais envie de terminer sur cette citation hein, pour se mettre en marche. Alors, hop, je dis ça. Il suffit d'avoir 5% de réponse à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponse avant de partir restent sur place. Bon, alors je ne sais pas si là on a bien plus que 5% de réponse. Hein. Donc c'est vraiment ensuite à chacun d'y aller avec une volonté. Lorsqu'on a envie, bien, on prend des risques et puis on y va. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on va se mettre en marche, c'est la conclusion. Ce que je trouve très intéressant dans ce que vous nous avez présenté, c'est les différentes dimensions de l'innovation, bien sûr dans les techniques, dans les changements de posture, mais aussi au niveau plus institutionnel du portage des projets. C'est évidemment un élément tout à fait déterminant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on pense communication, effectivement, évidemment, il ne faut pas penser que outils. Il faut penser toute cette complexité et cette globalité surtout. Hein. C'est là où ça rejoint les autres interventions qu'on a eues aujourd'hui, d'être dans une approche décloisonnée, globale, transversale. Là, ça concerne bien sûr aussi la communication. Je me tourne vers Jean-Claude Rioux, savoir s'il y a des questions qui ont été posées. Alors, une question, je ne suis pas certain que vous puissiez y répondre, très pratique hein, sur le financement des aides techniques, d'aide à la communication, bien sûr. Est-ce qu'il y a des aides par les ARS pour financer ce matériel? Je ne sais pas si vous avez la réponse. Alors, non, je ne pourrais pas vous donner la réponse précisément. Non, là, il s'agissait, par rapport au projet Croix-Rouge, c'était vraiment un financement de la Française des Jeux. Hein. Oui. Ah, je peux peut-être donner des éléments de réponse, si tu permets, Jean-Claude, dans le sens où, bien sûr, la question du financement est totalement déterminante. Donc, j'ai envie de dire, il faut faire feu de tout bois sur ces questions de financement. Il y a bien sûr un volet PCH qui doit être activé de manière systématique, même si les financements ouverts par la PCH ne sont pas toujours à la hauteur des coûts réels
des équipements. Les financements privés par dons, subventions, évoqués par Pascal, sont aussi importants. Mais l'ARS, bien sûr, aussi, à travers des crédits non reconductibles, peut être sollicitée. À vrai dire, dans le cadre des CPOM, des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, il n'y a plus de CNR parfois, mais ça veut dire qu'il faut inscrire ça d'entrée de jeu dans le CPOM comme un objectif essentiel et central, et donc de dédier le financement nécessaire. Et alors, si Elisabeth Catex qui nous fait une intervention, je vous la livre telle quelle. Une fois le PAI discuté et établi, on se demande toujours comment le présenter à une personne pour l'y handicaper. Le groupe de travail Pulse APF propose différentes trames en photo. La personne placée au centre de la page, blog ouvert à tous, moteur de recherche Pulse APF, un PAI bien présenté peut devenir le premier outil de com personnalisé. Pardon. Oui, c'est enfin le travail du groupe, hein, enfin le groupe de travail Pulse est formidable. Enfin tout ce qui est fait est exceptionnel, hein, comme Santé BD. Enfin il y a plusieurs vraiment en France il y a quand même toute une énergie autour de la CA. Donc tout cela, c'est à mettre en commun et à mutualiser. On n'est pas très fort pour la mutualisation en France, mais je trouve qu'on s'améliore quand même. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Pascal, pour votre intervention. Donc, on retient que la communication, c'est possible et qu'il faut se mettre en marche. Oui. Et laissons-leur la possibilité de nous étonner. On leur laisse ça aux personnes polyhandicapées. Merci beaucoup. Ouais.